clic, je n'ai plus de balles. J'ai vidé mon chargeur, je me sens mal. Clic, clic, je n'ai plus de balles. J'ai vidé mon chargeur, je me sens mal. Ma jeunesse, de la merde. Encore aujourd'hui, des minutes de joie se perdent. J'ai besoin d'aide, ma main je cède. J'ai peur que ma vie se finisse au Club Med. Au bout d'une corde, là où le bourreau est l'ordre, là où je ne cesse de me mordre pour me réveiller, éviter la horde sauvage de l'enfer, contre qui mon destin se bat sur terre. Ma vie est celle d'un ver de terre, je déprime, barman, vite, 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 un bol d'air, rester bloqué, ne pas bouger, être en état d'inertie, handicapé en raison d'une société. Ma vie m'appartient ou pas, un pas en avant de l'évolution, on me jette dans l'anonymat, dans la fosse au lion, là où tout le monde est traité comme du jambon. J'en ai marre d'être à 3 de tension. Clic, clic, je n'ai plus de balles. J'ai vidé mon chargeur, je me sens mal. Clic, clic, je n'ai plus de balles. J'ai vidé mon chargeur, je me sens mal. Clic, clic, je n'ai plus de balles. J'ai vidé mon chargeur, je me sens mal. Clic, clic, les soldats ne discutent pas les ordres. Il faut purger le monde du mauvais sang. Éliminer la racaille qui le pourrit. Rationnellement. Méthodiquement. J'ai fait mon travail, j'ai obéi. Rien à me reprocher. Non coupable. Plus personne. Seule. Toute seule. À Varsovie, c'est la guerre organisée, le massacre planifié. Et moi, je vis encore. Tous les tziganes de mon village, ils les ont pris. Je transportais une radio quand ils m'ont interpellé. La torture pendant des jours, et puis le train des jours. On m'a arrêté en pleine rue. Embarqué ensuite avec 2 femmes de mon réseau. Mademoiselle, prenez note. Circulaire. À distribuer à tous les chefs de bloc. Tous les cheveux des femmes et des enfants, et même ceux des hommes, s'ils dépassent 5 cm, doivent être récupérés et stockés au magasin 4. Les cheveux jusqu'à présent prélevés sur les cadavres le seront avant, je dis bien avant l'entrée dans la chambre à gaz. Bon, ça c'est bien parce que c'est tout à fait bureaucratique, sans état d'âme, net, précis, le bureaucrate qui fait son métier. L'autobus ralentit. Un panneau. Beaune-la-Rolande. À la sortie du village, c'est l'arrêt. Des baraques entourées de fils de fer barbelés. Tout le monde descend. Les gendarmes nous font mettre en rang. Où ils sont, Esther, les Allemands? Je ne sais pas. Ceux-là, ils sont aussi méchants que les Allemands? Tais-toi, ne pose pas de questions. Oui, ils sont méchants. 5 jours, on est dans le wagon. Il n'y a pas d'eau. À la fin, il n'y a plus de cris. Le train arrête et tout le monde sort. Ceux qui tombent, on est forcé de marcher dessus. Mon père, je le vois. Il tombe. On lui marche dessus. Des chiens aboient. Des soldats me poussent d'un côté. Maman! Reste avec moi. Elle n'entend pas. Maman! Ça c'est là. C'est l'impuissance, donc c'est pas encore raide. C'est là. Mais quand ça devient... Maman! Là, c'est l'arrachement. Hein? Bon. Alors, on peut commencer avec Caroline, alors.
David pleure souvent. Non. Ça fait rien. David est heureux. Le nez collé à la vitre, il regarde les villages qui défilent, les champs de blé mûr, les vaches dans les prés. Comme il fait beau. Un vrai départ en vacances. L'autobus ralentit. Alors ça, c'est un peu trop dramatique. Parce que pour le moment, c'est encore l'ignorance. Donc, l'autobus ralentit, Beaune-la-Rolande. Vous voyez, ça faut pas me le dramatiser encore. Hein? D'accord. Allez, vite, vite les enfants, hop, hop. On fait la troisième séquence? Oui. Circulaire aussi, mademoiselle, pour les 2 Révires. Les bébés noyés, après expérimentation, doivent l'être dans une pièce spéciale, à l'abri des regards. On a laissé un baquet plein de cadavres dans la cour arrière d'un des Révires. C'est un peu violent, ça. Reprenez un petit peu sotto voce, là. Hein, on a laissé un baquet, enfin, c'est une erreur. On a laissé un baquet plein de cadavres dans la cour arrière d'un des Révires. Ils l'ont découvert. Des détenus l'ont découvert, il a fallu réprimer. Voilà. Je n'ai pas de temps pour ces enfantillages. Tonnervette, je ne tolérerai aucune improvisation, ni aucune de ces négligences. 2 enfants. On fait des choses sur eux, je vois pas bien. Ils tremblent après. Ils crient tout doucement. Le docteur et un autre que je connais pas, il les pique. Je prie pour qu'ils meurent vite. Et heureusement, ils meurent tous les 2. On jette les petits corps dans le panier. Je veux plus vivre. Je veux plus. 2 filles. On les traîne dehors. On les met debout sur une plateforme. Il y a des cordes qui se balancent. On les passe autour de leur cou. Et les cordes se balancent. Avec un corps au bout. Je ferme les yeux. J'entends seulement. Beaucoup d'hommes ont l'aiguille encore. Le docteur, il rit. Je voudrais cracher dans sa figure. Réclamation des médecins. Les cobayes sont dans un état physique trop lamentable pour être utiles à leurs expériences de stérilisation. S'ils croient que c'est facile de leur trouver des sujets en bonne santé. Prélever du matériel plus sain sur les derniers convois et gazer le surplus. Mademoiselle, vous rédigerez la circulaire d'urgence. Le convoi de Salonique peut faire l'affaire. Sélectionnez 100 filles. Ces juifs du Sud ont du tempérament. Beaucoup sont encore valides malgré leurs 9 jours de voyage. Ne pas oublier de gazer le matériel utilisé dans les 24 heures. Ah, le docteur Mengele. Que réclame-t-il, Mengele? Des jumeaux et des nains? Il les aura. Un transport de Hongrie nous fournit un cirque de Lilliputiens. Ordre à l'orchestre de se tenir prêt pour accompagner leur défilé. Je veux un beau cortège jusqu'au bloc médical de Mengele. Ne saura gré de cette attention, c'est un artiste. Il appréciera. Et prévoir le gazage des surplus, mademoiselle, comme d'habitude.
suivi d'une pauvre chose qui tient un violon. Qui veut une ration supplémentaire de soupe? Personne ne bouge. Nous ne comprenons pas. Il hurle encore. Toutes celles qui savent chanter et danser debout. Maman murmure. Pour survivre, Rachel, je t'en prie, je t'en supplie, pour survivre. Le capot me regarde. Eh bien, tu veux manger? Alors chante. Et quelque chose de triste. Hein, la youpine? Et j'ai chanté. Kupi çekoy, çekoy, papyrus'un, Trikene von nicht vergossen. Koivshe benemones bababoy, baboy, baboy, barate Welt von Hunger mich hat Sinn. Maintenant, vous allez danser. Vas-y, toi, quelque chose de gai. Le musicien joue et nous dansons. À peine consciente de notre humiliation, ne songeant qu'à la nourriture promise. Très bien. Maintenant, je vais chercher la récompense. Il sort avec le violoniste. Plus d'1 heure s'écoule. Il ne reviendra pas. Alors je chante encore. Pour maman, pour les autres. Elle fredonne avec moi, effaçant ainsi la famille et la honte. Et merde pour le maréchal et ses cochons de Vichy. Mais c'est pas la peine d'aller si loin, Rebecca. Ouais. Et merde pour le maréchal et ce cochon de Vichy. J'ai un mouvement vers là. Et merde pour le maréchal et ses cochons de Vichy. Stop. Il fallait rire pour oublier. Il faut sourire pour continuer. Jacob ne racontera plus jamais d'histoire. C'est dur de répéter quelque chose comme ça. C'est pas facile à dire, pas facile à jouer quand on est au lycée. On mène notre petite vie sympathique. Et puis bon, je sais pas, on nous demande de vivre ce que les autres ont souffert, je sais pas, c'est pas évident. Contrairement à tous les autres, moi j'ai pas été déportée, j'ai été cachée durant la guerre et ma famille seule a été déportée. Enfin, moi j'y ai échappé. Esther, qui est une jeune fille qui a participé qui a été prise dans la rafle du Veldiv avec son petit frère, sa mère et voilà, son père est parti de son côté pour essayer de trouver un endroit pour pouvoir cacher sa famille, donc pour pouvoir me cacher avec mon petit frère et ma mère. Et puis quand il était parti, nous, on a été pris dans la rafle du Veldiv. Et donc on a été ensuite déportés à Bonne-la-Rolande. Et après Drancy et ensuite Treblinka. Quand on voit toutes les guerres qu'il y a en Bosnie, les génocides au Rwanda, enfin tout quoi. Même si c'est pas, comment dire, le but n'est pas vraiment le même, mais les systèmes non plus. Il ne faut pas rapprocher systématiquement la guerre de Bosnie au génocide juif, mais ça reste toujours un même degré d'intensité, d'atrocité, quoi. Un matin, Bibi n'est plus à mes côtés. Je parcours tous les recoins du camp. J'interroge tout le monde. Personne n'a vu Bibi.
Je cherche. Je cherche encore. Et je le trouve. Près du dépôt d'ordures. Une vieille niche à chien est posée là. Il est dedans. Recroquevillé. Immobile. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi se cacher dans une niche? Parce qu'il est un chien. Un chien? Il n'emmène pas les chiens. On ne déporte pas les chiens. Les rôles ont été écrits pour eux. C'est en fonction de leur âge, de leur personnalité, que j'ai créé les personnages. Et qu'ils ont été chacun chargés de raconter un itinéraire dans cette période affreuse de la guerre, leur arrivée au camp, leur sortie du camp. Ça a été écrit en fonction de leur personnalité. Naturellement, tout est fondé sur des témoignages réels, sur des faits historiques indubitables, mais chacun incarnant justement ces personnages qui ont été raflés, qui ont souffert dans les camps et qui sont revenus par chance. À côté de nous, un couple très âgé. Le lendemain, David pointe son doigt. Tu vois la dame? Elle dort drôlement. Les deux vieillards se sont empoisonnés pour échapper à l'humiliation, à la folie qui nous entoure. Ils resteront là un jour entier, immobiles à jamais. Un enfant gémit sous ma fenêtre. Je lui jette mon dernier morceau de pain. Le lendemain, il est toujours là, la main tendue. Mort. Les SS ont dressé une table, bien pourvue de victuailles, Rusliska. Ils forcent de jeunes garçons à manger devant des enfants le ventre vide. Ils obligent ceux qui mangent à repousser violemment ceux qui implorent quelques miettes de ce festin. Les soldats filment la scène. D'autres ensuite, surgis d'un camion, fusillent tous les acteurs, repus ou affamés. Et la caméra tourne. Après l'entassement des wagons, les portes s'ouvrent enfin. On respire. Bouffée de vie qui pénètre les poumons. Enjambant les morts, nous descendons sur le quai dans une bousculade effrayante. Il faut abandonner les paquets, les valises. Des SS, d'un coup de badine, nous alignent les uns à droite, les autres à gauche. De mon côté, il y a des hommes et des femmes valides, des garçons et des filles encore solides, jeunes, comme moi. J'ai 17 ans. Des chiens aboient, des soldats crient. Faut avancer. Maman! Reste avec moi. Elle n'entend pas. Elle suit les autres. Tous. Ils avancent. Une fille comme moi. Elle prend ma main. Elle a peur comme moi. Les autres avec ma mère. On les voit plus. Où ils sont? Les soldats crient. Faut avancer, avancer! Dans une baraque, on se déshabille. On attend toutes nues. 2 hommes arrivent avec une blouse blanche. Ils nous tâtent partout. J'ai honte. Ils m'emmènent avec 2 autres filles. Ils parlent. Je comprends pas.
Un docteur. Il sourit, il est gentil, il caresse mes cheveux. J'ai plus peur. Puis il fait des trous dans mes jambes. Je peux pas crier. Il a mis un chiffon dans ma bouche. Il enfonce des aiguilles dans ma poitrine et dans mon ventre. Les autres filles aussi ont des trous. Le docteur vient tous les jours pour regarder les blessures. Il sourit toujours. Des fois, il rit. J'ai mal. Mal. Je peux parler à personne. Personne ne comprend ce que je dis. Les corps calcinés, voyons. Oui. Oui. Ils peuvent fournir de la graisse, des engrais. Prévoir des équipes de chimistes capables de procéder à l'opération, sans ralentir le rythme que nous impose. C'est bien joli, mais les convois sont de plus en plus nombreux. Il ne sera pas facile de tenir la bonne cadence. Surtout s'il se commet des erreurs grossières comme celle d'hier. Je sanctionnerai durement si cela se reproduit. Circulaire pour empêcher une nouvelle erreur. Interdiction formelle de faire se déshabiller un convoi directement sur la rampe. Au lieu d'accélérer le processus, on crée la panique. 2 jours que je suis à Monowitz. Un des lagers près d'Auschwitz. Un Arbeitslager pour une usine de caoutchouc. La Buna. 10 000 hommes avec moi qu'on a tatoués. Je suis l'Afling numéro 45 834. Une marionnette entourée de pantins au visage livide. Ils nous ont pris notre nom, réduit à n'être que souffrance et besoin. Une fanfare retentit, martiale. Un troupeau d'hommes par rang de 5 rentrent du travail. La démarche mécanique, raide, hébétée, des morceaux de bois. Bientôt je serai comme eux. Il faut répondre à Yavol, ne jamais questionner. L'homme au triangle vert, c'est un prisonnier de droit commun. Il peut tuer les triangles rouges, les politiques comme moi, et les étoiles jaunes. Il faut vite apprendre les interdictions, nombreuses, compliquées. Celui qui ne comprend pas, il ne peut obéir tout de suite. Il est abattu. On m'a attelé un nouveau compagnon pour tirer le chariot. Le regard vide, indifférent, il ploie les chines sous la trique. Bête fourbue qui marche dans les vêtus. Je lui parle, il se tait. Il titube, il tombe, je le relève. Il tombe encore. Un triangle vert s'approche. Le retourne du pied. Un SS lui tire une balle entre les 2 yeux. S'éloigne en sifflotant. Je pousse mon chariot tenaillé par la peur. Abruti, aveugle et sourd, j'avance. Ne pas penser, tenir jusqu'au soir. Je me sens vil. Damné. Ma raison m'échappe. Esclave. Et damné. Parce que là, ça passe pas l'eau. Ouais, pour essayer de... On a un Du gel. Mais j'ai pas de gel, donc je mets de l'eau. Vas-y, plaque sur les côtés. Mais plaque, il faut un peigne maintenant pour plaquer. Sur les côtés. T'as des épis, quoi. Bah ouais. Comment? De l'eau et du sucre? C'est dégueulasse. C'est un fait. C'est vrai? Attends, vas-y, mets-le là. Hop.
Voilà. Ça va? Ça va. J'ai vraiment le rôle ingrat. Enfin, c'est quand même une ordure, ce type, le jeu que je joue. Enfin, le rôle que je joue, je trouve. Parce qu'il a tellement fait de... il a tellement peu de sentiments là-dessus. Il y trouve son plaisir et il est tout content. Pour quand même, il demande à un moment, donc il faut créer des fours supplémentaires parce qu'on gaze trop vite et on n'a pas assez de fours. Allez, voyons tout ça à la cendre en fait. Et c'est le matériel utilisé. Enfin, le matériel, c'est quand même des êtres humains. Vous imaginez ça. Enfin, c'est vraiment un texte horrifiant. J'essaie de pas trop rentrer dedans parce que si j'essayais de bien comprendre ce que je dis, enfin, je le comprends ce que je dis, mais si j'essayais de bien analyser ce que je disais, ce que je dis, ça pesait un peu à Nicolas d'avoir le rôle du bourreau. Parce qu'il déteste son personnage. Et il aimerait bien jouer à un martyr, au lieu d'être un bourreau. J'essaie de mettre une petite frontière entre ce que je dis et l'interprétation que j'essaie de donner parce que c'est trop lourd. Ah, c'est un fonctionnaire tout à fait normal, comme il y en a beaucoup en France ou ailleurs. C'est quelqu'un qui est complètement absorbé par l'autorité qui est au-dessus de lui et qui s'y réfugie aussi. Parce que, bon, il sait les horreurs qu'il fait quand même. Hein, et c'est sûr que de juger quelqu'un pour des erreurs comme celle-ci, c'est difficile, parce que c'est pas lui, c'est pas ce personnage qui est horrible, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est la pensée, c'est l'époque, c'est tout ce qu'il y a avant, et tout ce qu'il y aura après, et qu'il y a encore. Et quand on joue la pièce, on a l'impression de servir, mais de servir à rien. Des sectes qui disent soudain allez hop, circulaire, il faut éliminer les non-croyants, par exemple, parce que ces gens-là n'ont pas conscience de ce qu'ils font, parce qu'ils sont guidés soi-disant par un dieu ou n'importe quoi, comme Hitler était un dieu. Là il y a, je sais pas moi, Krishna ou tout ce qu'on veut qui devient un dieu et on tue pour ou Allah, ou même du temps de la guerre de 100 ans, faut voir ça aussi. Au nom du Christ, qu'est-ce qu'on a fait? On a quand même tué. C'était des circulaires. La Saint-Barthélemy, c'est une circulaire. Allez hop, la nuit de la Saint-Barthélemy, on essaie de tuer tous les protestants. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est presque ça. Une secte qui dit, bon, allez hop, maintenant on se suicide tous, parce que demain c'est la fin du monde. Conformément aux ordres du SS Obersturmbannführer, les fours 1 et 2 seront pourvus d'une bande verte pour l'isoler et réduire la puanteur de viande et de cheveux brûlés qui importune les gardes de leurs officiers. Très bien. Maintenant, je vais chercher la récompense. Il sort. Plus d'1 heure s'écoule. Il ne reviendra pas. Alors je chante encore. Pour maman, pour les autres. Elle fredonne avec moi, effaçant ainsi l'infamie et la honte. Ça veut dire achetez-moi mes cigarettes. Elles sont bien sèches, pas mouillées par la pluie. Achetez mes cigarettes pour me sortir de la misère, je vais crever comme un chien. Enfin, moi, le plus beau moment que j'ai eu, en tout cas sur scène, c'est quand j'ai senti des gens chanter avec moi, et avec Frédéric, et avec les coulisses. Et là, on se sent petit, quoi. Quand on entend chanter ces gens-là. Ils sont petits. Si jamais il y avait une guerre qui nous arrivait sur le coin de la tête, comment ça... Bon, il y a des choses qui doivent être innées, à mon avis, qu'on sait, mais j'aurais trop peur de me tromper.
pas bien choisir, de m'enfuir, de laisser mourir, soit d'être lâche, soit de pas choisir le bon camp, soit de me tromper. Enfin, ça, c'est quelque chose qui me ferait peur. Maman est allongée, très affaiblie. Quelqu'un a dit qu'elle ressemblait déjà à une morte. Elle n'échappera pas à la sélection. J'avale mon pain en 3 bouchées. Je la regarde qui ne mange pas. Je guette son morceau. Je le fixe. Je le fixe et sinon je le prends. Je ne suis plus que 2 mâchoires qui mastiquent. Voleuse. J'ai volé ma propre mère. Volé son reste de vie. Maman essaie de sourire et tout à coup s'affaisse. Elle meurt sans un cri. Du fond de ma honte et de mon désespoir, je ne peux pas pleurer. Sans larmes, ni rien. Dieu! Mais qu'est-ce qu'il fait, Dieu? A-t-il voulu cela? A-t-il voulu le désespoir de nos yeux vides? Dieu ne peut-il pas savoir ce qui se passe ici? Il ne nous voit donc pas? Des hommes, talonnés par des chiens, portent des cadavres. La charrette est passée. Maman est sur le tas. Dieu n'entend-il donc pas le cri des torturés? Est-il devenu sourd à ceux qu'on asphyxie? Et sent-il, comme nous, l'odeur des chairs brûlées? Les mots perdent leur sens ici. Nous disons faim, peur, froid, des mots d'hommes libres, des mots conçus par des hommes qui ne savaient pas ce que c'est qu'un lagueur. Il faudrait un autre langage pour décrire cette boue et cette ordure. Les SS ont beaucoup bu ce soir. Ils célèbrent une victoire. On les entend rire et brailler des chants de guerre. Ils célèbrent leur 2e million de juifs.
Hier, on a brûlé les Juifs grecs de Corfou. 27 jours sans boire et sans manger, d'abord dans des chaloupes et puis dans des wagons plombés. Personne n'est descendu quand on a ouvert les portes. Des cadavres. Ceux qui n'étaient pas morts remuaient faiblement. Tout le convoi, sans exception, a été dirigé vers le crématoire d'eux. Pourquoi prendre la peine d'achever les mourants avant de les enfourner? Au matin, un tas de vêtements sales qu'il a fallu trier. Et ce bout de ruban que j'ai voulu garder. C'est la voix qui est importante. Et les mots que tu dis, à la limite, n'ont pas d'importance si tu les vis. On pourrait jouer une pièce sans rien dire, et tout le monde comprendrait. Donc, les mots en eux-mêmes n'ont pas vraiment d'importance, c'est les sentiments qu'on a en nous. Et cette pièce, c'est pas une pièce de théâtre, c'est simplement des récits. Et si t'es pas exactement là, au moment où tu parles, où tu dis des mots, les gens n'y croient pas. Ça y est, les voilà, jour de la Pâque, 19 avril 43. La colonne d'Allemands marche en chantant. Ils ne vont pas chanter longtemps. On les attaque, ils battent en retraite, stupéfaits. Ils abandonnent leurs blessés et leurs morts. On en a eu 12 ! 12 ! Des Juifs qui se révoltent. Des Juifs qui se battent, qui s'attaquent à la race des seigneurs. On n'a pas le temps de savourer cette première victoire. Il faut se précipiter dans la rue, récupérer les armes abandonnées. 4 pistolets et 2 fusils mitrailleurs, une aubaine. Le lendemain, on tire des toits, des balcons. Les Allemands, beaucoup plus nombreux encore, incendient les maisons aux lance-flammes. Ils font sauter les immeubles rue par rue. On se replie, mais on tire toujours. Mordechai a été encerclé avec son groupe. Pour ne pas être pris, il s'est suicidé avec les autres. C'est le 8 mai aujourd'hui. Plus de 2 semaines que nous leur tenons tête, malgré leurs chars et leurs canons. Et nous allons mourir! Maintenant, je comprends un peu. Je comprends qu'il leur donne la tuberculose, le tétanos. Je hais les docteurs et tous les Allemands! Quand les docteurs ils sortent de la chambre, ils se frottent les mains. Ils disent des blagues. Ils s'amusent souvent. La douleur des petits, ça leur fait rien. Ça va pas à leur cœur. Tous les hommes ont un cœur. Ils sont des hommes. Non? Je vais monter en grade. Nous fêterons l'événement tous les 4 à ma prochaine permission. À bientôt ma chérie. Ne t'inquiète de rien. Je suis bien mieux ici que sur le front. Embrasse nos 2 amours. Ton Rudolf. Au bloc 6, une évasion se prépare. Des revolvers ont été volés, cachés. Comment faire partie du groupe? Comment se faire transférer au 6? Soudoyer un capot? Je dois me débrouiller pour trouver de l'essence. C'est long, difficile, dangereux. Au bout d'une semaine, nous passons 2 litres au bloc 6. Le chef veut incendier les fours pour déclencher la révolte. Des avions passent au-dessus de nous. Les rues s'avancent, les nazis s'affolent. Les équipes travaillent jour et nuit, les fours sont démolis et les chambres détruites. Et le canon tonne. D'autres exécutions. Et puis d'autres encore.
Tous ceux du Black 6, tous! Ils montent au gibet en criant. Vive la liberté! Ah ben la peste brune! C'est la corde de chanvre qui les fait taire. Les nazis devenus fous tirent dans tous les sens. Des monceaux de cadavres s'entassent devant les grilles. Squelette de 30 kilos, je tombe, protégé par ceux qui s'écroulent sur moi. Non! Mademoiselle, non! Laissez la machine à écrire! Ce sont les papiers! Il faut emporter! Très important, laissez-moi brûler tout! Vous êtes le commandant! Dépêchez-moi! Le visage noir des soldats américains. Titubant, je tends la main. Un jeune gars me saisit et pleure. Il a encore le goût des larmes, lui. Nous, les engloutis, nous avons oublié. Un colonel rassemble la population allemande du village, la force à regarder les abat-jours de peau humaine et hurle « Vous le saviez, bâtard! Vous le saviez !» Les yeux baissés, il proteste « Non, non, il ne savait pas !» Un géant noir saisit un enfant décharné, le brandit devant cette foule qui a tout consenti et hurle à son tour « C'est cela, votre ennemi! C'est cela !» Já se jmenuju Babyček, dávno mi zemřel tátiček, za ruku vedu paninku, máme nemocnou maminku. Přišel pan doktor s brejlema, se studenýma ušima. Pendant la guerre et tout de suite après la guerre, les gens n'ont rien compris. Est-ce que c'est ça la caractéristique qui va rester dans 200 ans, dans 500 ans? Si c'est ça, on aura tout faux. Je ne crois pas que lorsque vous voyez le petit garçon à la sortie du ghetto de Varsovie qui lève ses mains en tant que prisonnier, je ne pense pas qu'il n'y ait aucun soldat dans aucune armée du monde qui puisse dire c'est celui-là, c'est mon ennemi, c'est lui que j'ai combattu. Je ne pense qu'à ce moment-là, personne n'épouserait jamais une carrière militaire, et pourtant une carrière militaire, ça n'a rien de déshonorant, au contraire. Donc, on a appelé ça la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'était pas une guerre, honnêtement. Parce que on m'a donné une carte de déporté politique. Vous vous rendez compte, déporté politique. J'étais ni gaulliste, ni communiste, j'étais même pas démocrate. Le jour de la libération, j'avais les 2/3 de mon existence qui avait été passé dans un camp, dans un ghetto, caché, pas caché, en ayant travaillé, etc. Il n'y avait que des enfants, c'est ça? Il n'y avait pratiquement pas d'enfants. Il n'y avait pratiquement pas d'enfants. Je suis une exception qui confirme la règle. Oui. Nous sommes... disons une dizaine. Une dizaine qui avons survécu. Il y a les gens qu'on a appelés les enfants de Buchenwald. Ce sont des gens qui avaient été enfants au début de la guerre et qui, à la libération, ont été des adolescents. Moi, je n'ai jamais été à Auschwitz. Si j'avais été à Auschwitz, je ne serais pas là aujourd'hui. Pourquoi ça s'appelle le cri du silence? Alors le titre a été choisi en fait un peu par la metteur en scène, Madame Moreau, je crois, et puis un peu en commun en fait, après. C'est pour faire le parallèle entre le silence qui a été fait sur cette période et je suppose le cri qui leur ressort quand vous verrez la pièce, quoi. Non. T'attaches pas derrière? Si, t'attaches ce que tu fais 2 nœuds.
Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour. Nous avons sauvé 527 enfants. Et à un moment donné, Odette a été arrêtée. A été arrêtée sans doute sur dénonciation, parce qu'on nous filait depuis quelque temps. C'est certain. Alors voilà, Odette a été à Auschwitz. On m'a envoyé d'abord, on m'a interrogé longuement à Nice. On m'a mise dans un cachot, on a fait tout ce qu'on fait pendant les interrogatoires, on a fait semblant de me fusiller, on voulait essayer de me faire dire les noms des enfants, son adresse. Et puis, un beau jour, on m'a envoyé à Drancy, et de là, on m'a envoyé à Auschwitz. Je suppose que ça devait être certainement plus facile d'être à Nice parce que c'était en dehors, enfin c'était dans la zone libre encore, je crois. Non, mais c'est après. Notre action a eu lieu quand les Allemands avaient occupé Nice. Or, Nice était la ville la plus dangereuse de France. C'était le contraire. Ah, c'était tout à fait le contraire. C'était la ville où il y avait le plus de délateurs. Il y avait une corporation de marchands de juifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il faut comprendre qu'ils pouvaient vendre un enfant juif pour 50 francs. Ils allaient ou un litre d'huile aussi. Ou un litre d'huile. Ils allaient trouver la police allemande, qu'on appelait la Gestapo, et ils lui disaient, moi je sais un endroit où il y a 3 enfants juifs cachés. La Gestapo allait les chercher, et l'homme qui les avait dénoncés touchait 150 francs environ. Il vous fallait quand même des gens qui étaient avec vous, qui vous soutenaient. Il n'y avait que nous deux. Il n'y avait que nous deux. Pour faire le travail, il n'y avait que nous deux. Mais il y avait une chaîne de solidarité, de très braves gens, des gens très simples, souvent très pauvres, qui avaient juste de quoi vivre, eux, et qui acceptaient de prendre chez eux 1, 2, 3, 4 enfants. Nous leur donnions des cartes d'alimentation. Elles étaient fausses, mais enfin, elles s'en servaient. On leur servait une petite pension très modeste. Faire vivre l'enfant. Très modeste. Ils les gardaient. Seulement, en les gardant, ils prenaient des risques énormes. Car si un voisin qui était sympathisant de la Gestapo, de l'Allemagne, de la milice, s'apercevait que cette famille avait gardé chez elle 3 ou 4 enfants, il les dénonçait tout de suite. Alors on venait arrêter les enfants, mais on arrêtait aussi les gens qui les avaient gardés. Donc ces gens, ces braves gens, ces gens très simples, qui les prenaient, savaient très bien à quoi ils s'exposaient. Ils s'exposaient à une mort certaine. Et nous avons eu le concours d'un prélat qui était évêque de Nice, qui s'appelait Monseigneur Raymond, et qui avait accepté de mettre l'évêché, ou tout au moins un bureau de l'évêché à notre disposition. Dans ce bureau, je fabriquais de fausses cartes d'alimentation, je fabriquais aussi beaucoup de certificats de baptême. Et quand je finissais de fabriquer les certificats de baptême, je cachais les faux tampons dans le coffre de l'évêque de Nice, qui savait que je faisais des faux. Et parfois, il descendait dans mon bureau, il prenait son stylo et il m'aidait à faire des fausses cartes d'alimentation. J'étais devenu un grand faussaire. Donc il fallait aider les enfants à avoir une nouvelle identité. Nous volions leur identité et nous leur en donnions une autre. Après quoi, nous les placions dans des institutions scolaires, religieuses, dans des couvents, dans des familles. Comment ça s'est passé une fois dans le pensionnat? Parce que les autres pensionnaires, est-ce qu'elles étaient au courant? Non. Donc, alors, vraiment... les conventions avaient été, la direction bien sûr était au courant, hein, oui. Et la convention était que on rencontrait un crack, c'est-à-dire que mes parents étaient bloqués à l'étranger, et que donc j'étais là. Et c'est un des points qui pour moi me paraît le plus difficile, ou en tout cas qui représente le plus l'aspect caché. C'est pas tellement d'être physiquement caché, hein, puisque bon, finalement je circulais, je sortais, j'avais retiré l'étoile, enfin je faisais comme si je vivais normalement, mais c'est que j'étais effectivement quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre qui ne pouvait pas dire qui il était. Mais quand même, vous étiez dans un pensionnat, vous m'avez dit catholique. Alors tout à fait catholique. Donc vous deviez suivre, je suppose, absolument. La messe. Je me souviens que la première fois que j'ai communié, je me souviens m'être dit, mon Dieu, de deux choses l'une. Ou bien vous n'existez pas, et ça n'a vraiment aucune importance. Ou bien vous existez, constatez que j'ai pas le choix, hein, je peux pas faire autre chose. Mais en même temps, c'était un catholicisme vraiment de bondieuserie. C'était vraiment sans aucune élévation de pensée. C'était en permanence le genre les juifs déicides, les juifs qui ont tué notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, c'était tellement loin de ce que devrait être ou pourrait être une religion
que bien entendu ça risquait pas de m'en rapprocher, ça risquait plutôt de m'en éloigner encore plus. Et en même temps, c'était à peu près insupportable. C'est peut-être plus dur à aborder pour vous, mais comment ça se passait dans votre tête tous les jours pour vos parents? La première chose que j'ai faite dès que j'ai appris, je sais plus comment, dans la rue, je sais plus où, que on emmenait les gens qu'on arrêtait à Drancy. À Drancy, ouais. Donc je suis allée à Drancy. Ah, vous êtes allée? Je suis allée à Drancy, et là, devant les guérites, les gendarmes, les trucs, eh bien, j'ai passé mon chemin. Et personne ne vous a arrêté? Et personne ne m'a arrêté parce que je passais, parce qu'il y a des gens qui passaient dans la rue. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est presque impossible à surmonter, parce que c'est de se dire, au fond, j'étais fille unique de parents qui faisaient tout pour moi, qui probablement m'élevaient au-dessus de leurs possibilités, et dont j'étais sûre, mais dès ce moment-là, j'avais une conviction totale que, bien entendu, eux, en aucun cas, jamais ne m'auraient abandonné, au péril de leur vie, et moi, je venais de les abandonner. Vous l'interprétez comme ça, mais... c'est un fait, je suis pas entrée. Je croyais savoir qu'ils étaient là. Bon, en fait, ils n'y étaient plus, mais ça, je ne le savais pas, je les suis 30 ans après. Et c'est quelque chose qu'on ne se pardonne pas. Hôtel Lutetia, 21 mai 45. Nous attendons les autobus. Des déportés qui rentrent et qu'on va soigner ici. Mes parents, ma sœur, ma tante seront-ils cette fois parmi eux? Chaque jour, j'attends. Chaque jour, je reviens. Le bus est presque pris d'assaut. Les gens brandissent des photos. Les avez-vous vus? Regardez! C'est mon frère. Mon père est parti en 43, vous le connaissez? Je n'ose pas tendre mes photos devant le regard des revenants qui descendent lentement. Moi, je l'ai vécu complètement pétrifié. Pétrifié, j'allais au Lutetia tous les jours. Mais donc vous y alliez, hein? Ah oui, je suis allée pendant 2 mois. 2 mois. Pendant pratiquement 2 mois, je suis allée tous les jours. Et en même temps... Et c'était ça, vraiment? Et c'était ça, vraiment, c'était horrible. C'était horrible, c'était vraiment... Pour moi, c'est vraiment de l'angoisse à l'état matériel. J'ai l'impression qu'on ne peut pas sortir de cette angoisse, on ne peut pas y entrer, on est pris dans ce brouillard. Mais moi, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas physiquement, je ne pouvais pas articuler des questions. J'étais hypnotisée par ces gens, et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir si j'avais plus peur de ne pas les revoir que de les revoir. Parce que l'idée de revoir, ma mère était très belle, ou en tout cas dans mon souvenir, particulièrement belle. L'idée de la voir sous ces traits-là, je ne pouvais pas. Je n'ai jamais posé une question à personne. Je n'ai jamais accroché une photo, et je revenais tous les jours. Et j'étais là, une espèce d'ombre pétrifiée. Je reviens de si loin, impuissante. J'ai accumulé tant de haine. Comment l'exorciser jamais? Je hais ceux qui nous ont dénoncés, ceux qui nous ont embarqués, ceux qui nous ont vu tendre la main à travers les barreaux des wagons, ceux qui ont détourné la tête. Oublie-les, Sarah. Oubliez. Oubliez. Mais il y a ceux qui ont protégé, ceux qui ont caché et nourri. L'abbé qui t'a sauvé la vie, oui, c'est vrai. Mais pour injuste. Combien de salopards? Combien d'aveugles et de sourds qui ne voulaient pas savoir? Mais tu te rappelles, juin 42, l'étoile? Le lendemain, toutes mes camarades se sont fabriquées une étoile en carton jaune et l'arboraient fièrement. Eh merde, mon maréchal, c'est le cochon de Vichy! C'est de sales juifs qu'on m'a traité dans ma classe à moi. Mon petit frère David, il n'est pas revenu. Comme des milliers d'autres. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le tue? Quel crime? Pour le payer de cette ignominie. Il est né simplement. Comme tous les enfants. Il est né seulement. Mais il est né juif.
Je le dis, je suis catholique, et je ne le dis pas pour m'en vanter, mais pour me situer. Et on m'a recherché. J'ai aidé les Juifs pendant la guerre, mais enfin pas d'une façon extraordinaire, d'une façon normale, que je trouvais normale sur le plan humain. Et on a mis 20 ans à me rechercher pour me trouver, pour m'exprimer leur reconnaissance, parce qu'il y a des gens en Israël qui ont voulu qu'on me retrouve. Et je dois dire que j'ai eu une émotion extraordinaire, que 20 ans après, on m'est retrouvé et on m'a dit vous avez été désigné comme juste parmi les justes parce qu'il y avait des gens que j'avais sauvés, plus ou moins, et qui étaient allés là-bas et qui s'en souvenaient. Et quand j'ai été à Yad Vashem, j'ai été extrêmement émue. Et je suis très émue de voir. J'ai honte de certains Français, je le dis, et je l'ai dit à Jérusalem, je l'ai dit à Yad Vashem, que j'ai eu une honte furieuse parce que on a fait peu de choses finalement, enfin Madame Margalich en a fait plus que moi, et de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas été capables de sauver des gens en faisant un petit geste. Et quand je revois ce que j'ai revu aujourd'hui, qui fait revivre... Absolument, ça nous a fait revivre. Alors qu'on a lu beaucoup de livres, j'ai des amis qui ont été déportés, qui sont rentrés, mais aujourd'hui l'émotion est la même. Ça nous fait penser que la mémoire reste chez les jeunes, vous comprenez ? Reste chez les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas su cela, qui n'ont pas compris toute cette chose. Au dernier moment, alors que j'étais dans le wagon qui partait pour Auschwitz et qui était un wagon composé d'enfants, un officier supérieur allemand accompagné d'autres Allemands a dit le wagon d'enfants est trop plein, il faut en retirer. On en a retiré, je ne sais pas combien, est-ce que c'était 20 ou 50, j'étais dans ceux-là et 2 jours après je m'évadais. Et je suis le seul rescapé de toute ma famille. Je n'ai eu ni frère, ni sœur, ni père, ni mère, ni oncle, ni tante, je suis resté tout seul. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit tout à l'heure M. Kanovic, je crois, c'est ça, quand il a dit « je compte sur vous pour les graines qui vont tomber des arbres ». Je me suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai 3 petits-enfants, j'espère que j'en aurai encore d'autres. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que finalement, tout ce qui m'est arrivé, c'était pour le retransmettre. Sans haine et sans passion. La haine, elle est pour moi. Eux, l'historique seulement. L'indicible chemin récuse nos paroles. Et ces jours ténébreux n'ont pas de traduction. Et si nous avons dit ce que fut ce calvaire, c'est qu'on violente encore. C'est qu'on tue aujourd'hui, sans pitié. Les bourreaux sont toujours à l'affût. Allons-nous regarder seulement, sans rien voir? La plainte continue qui monte de la terre. Ira-t-elle se perdre au fond de nos silences? Allons-nous regarder seulement, sans rien voir? La plainte continue qui monte de la terre. Ira-t-elle se perdre au fond de nos silences? Moje mali pepiček, zemřel mu dávno tatíček. Za ruku vede Aninku, mají nemocnou maminku. Já se jmenuju Pepiček, dávno mi zemřel tátíček, za ruku vedu Aninku, máme nemocnou